Bien, alors, après avoir vu que l'agitation touchait particulièrement l'Empire d'Autriche et qu'elle avait entraîné la chute du chancelier Metternich, cette agitation qui était partie de Paris, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, hein, pour gagner ensuite Vienne, donc la capitale de l'Autriche, et cette agitation va ensuite gagner l'Italie, et notamment le nord de l'Italie, parce que des territoires comme la Vénétie autour de Venise ou la Lombardie autour de Milan sont à l'époque sous domination autrichienne. Et les Italiens, vous le savez, avec des personnages comme Giuseppe Mazzini, eh bien, souhaitent la réunification italienne et donc de chasser les puissances occupantes et notamment les Autrichiens. Donc en 1848, cette agitation qui gagne l'Italie va entraîner le fait qu'à Venise et à Rome, sous l'impulsion de Mazzini, qui était revenu dans son pays, eh bien, la République est proclamée. La République est proclamée. Alors, si je vous dis également qu'elle est proclamée à Rome, c'est que Rome, à l'époque, faisait partie de ce qu'on appelait les États du pape, c'est-à-dire que le pape n'avait pas que le Vatican comme il a aujourd'hui à Rome, qui est le plus petit État du monde. Le pape possédait bien davantage de territoire et lui aussi, eh bien, il constituait un frein à l'unité italienne. Donc les Autrichiens, eux, sont chassés de Milan, notamment grâce à l'intervention du royaume qui se situe ici, qui s'appelle le royaume de Piémont-Sardaigne, royaume qui va être à l'origine de la réunification italienne, chose que l'on verra dans le thème 2 du programme. Donc, le soulèvement va également gagner la Prusse, tel que vous pouvez le voir ici. On voit qu'il gagne Berlin, puis qu'il va gagner Francfort au sein de la Confédération germanique. Donc en Prusse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un soulèvement à Berlin, donc la capitale de la Prusse. Il y a un soulèvement à Berlin, un soulèvement en faveur de l'unité allemande. Alors l'unité allemande, on était loin encore d'y arriver, mais elle était, on va dire, en cours. Excusez-moi, vous avez revu Dracula au passage. Cette unité allemande, elle était en cours, notamment euh, la Prusse essaie de constituer autour d'elle une sorte d'union économique et douanière qui s'appelait le Zollverein. Alors cette union économique et douanière, donc elle a été organisée autour de la Prusse. La Prusse, vous l'avez ici, hein, c'est écrit en allemand, je suis désolé. Et donc ce sont les mondes fondateurs, ce sont un certain nombre de principautés de la Confédération germanique, que vous pouvez voir, hein, comme la Bavière par exemple, le Wurtemberg, la Thuringe, qui vont s'associer à la Prusse dans une union douanière et économique, l'objectif étant de favoriser le commerce sans entrave entre ces différents États germaniques. Alors, cette union des différentes principautés et États germaniques doit se faire donc autour de règles fiscales et économiques communes et surtout doit se faire autour de la Prusse, donc l'État allemand le plus puissant avec l'Autriche. Et finalement, ça place la Prusse au centre de l'échiquier allemand et ça la place d'ailleurs en forte tension avec l'Autriche, l'autre grand État germanique. Alors globalement, dans plusieurs États, eh bien, suite à tous ces soulèvements, les souverains vont être un peu dans l'obligation d'accorder des constitutions libérales, hein, donc qui garantissent davantage de liberté, d'égalité, qui donnent davantage de souveraineté au peuple, hein, qui élargissent donc la base du corps électoral pour peu qu'il y ait des élections. On peut dire que cette année 1848 est marquée par un véritable élan d'espoir, hein, tel que vous pouvez le voir sur cette lithographie réalisée par Frédéric Sorieux, qui s'intitule La République universelle démocratique et sociale. Donc, vous voyez ici que vous avez tout un cortège qui représente les différents peuples européens, hein. On peut reconnaître le drapeau italien et l'ancêtre du drapeau allemand, hein. Aujourd'hui, les bandes sont horizontales, hein, du drapeau allemand, mais là, elles sont représentées de façon verticale. Mais vous voyez bien marqué dessus Allemagne et ces différents cortèges de peuples européens qui se revendiquent en tant que nation marchent en direction de la statue de la République. Et sur cette statue de la République, qui symbolise la France, hein, vous reconnaissez Marianne, le bonnet phrygien, et bien vous avez marqué
il y a une plaque du moins avec marqué les droits de l'homme, donc il y a bien une idée, hein, vous voyez, de continuité de la Révolution française et d'acquis révolutionnaires. On plante également et on symbolise ce qu'on appelle un arbre de la liberté, hein, donc encore une fois pour symboliser la volonté des peuples d'acquérir la liberté. Et ce cortège des nations qui défilent est placé sous l'égide de la religion chrétienne, hein, puisqu'ici on a le Christ qui fait un geste de bénédiction du défilé, avec au-dessus de sa tête, un peu comme une auréole, marqué le mot fraternité. Donc il y a vraiment une idée que les peuples européens sont frères et doivent s'entraider pour aller dans le sens de l'émancipation de ces différents peuples et aller vers la marche vers la liberté. Donc on peut dire que cette année 1848, c'est une année d'espoir, notamment autour des valeurs de fraternité, de liberté qui sont particulièrement bien illustrées dans cette littérature. Alors cette année 1848, finalement, elle va s'achever en déception pour tous ces peuples, hein, qui s'étaient insurgés, et car elle va être marquée, cette année 1848, finalement, par une forte répression qui va être facilitée par les divisions entre les insurgés. Les divisions, elles sont de deux types de nature, hein. Ce sont des divisions d'ordre politique, hein, notamment entre les deux principaux courants qu'il y a au sein des insurgés, les courants marqués par les libéraux et les courants républicains plus radicaux. Donc les libéraux, ils souhaiteraient par exemple une monarchie constitutionnelle, davantage de pouvoir politique, mais dans le domaine économique, pas d'entrave au commerce, libre circulation des marchandises. Alors que les républicains, eux, sont plus radicaux, ils veulent des mesures davantage sociales qui se soucient du petit peuple. Et ces affrontements, donc, dans le domaine politique, vont empêcher les opposants de présenter un front uni et donc de pouvoir mener le projet d'insurrection jusqu'au bout. Donc on verra ces oppositions notamment dans le prochain chapitre sur la France. Ces divisions, elles sont également de nature nationale, hein. Par exemple, au sein de l'Empire d'Autriche, eh bien, les Hongrois vont refuser d'accorder aux autres peuples les libertés qu'ils ont obtenues, eux, de l'Autriche. C'est-à-dire que, par exemple, ils n'accepteront pas que les Roumains de Transylvanie aient les mêmes libertés que eux ont pu obtenir. Donc forcément, ça crée des dissensions entre les différents peuples. Plutôt que de s'unir face au gouvernement de Vienne, eh bien, ils sont désunis et comme ils présentent un front désuni, eh bien, la répression en sera d'autant plus facilitée. Alors finalement, ça se concrétise dès l'automne, puisque l'Autriche du jeune empereur François-Joseph va écraser les différentes révolutions, hein, que ce soit à Prague, à Budapest ou à Vienne, au sein de son empire. Mais l'Autriche va également intervenir en Italie, hein. Rappelez-vous, à Rome et à Venise, la République avait été proclamée par Mazzini. Donc l'Autriche va intervenir notamment contre le royaume du Piémont-Sardaigne, hein, ce qui correspond à la région, le Piémont c'est la région de Turin, donc au pied des Alpes, et la Sardaigne c'est l'île qui est au sud de la Corse. Et les Autrichiens vont rétablir leur autorité en fait sur la Lombardie et la Vénétie. La France, elle, de son côté, va intervenir à Rome pour remettre le pape à Rome, lui rendre sa ville et donc contrecarrer les projets finalement d'unité italienne. Alors en Allemagne, il y a des hésitations en Allemagne, notamment à Francfort, hein, le lieu où a été réunie l'assemblée des députés de toute la Confédération germanique, car il y a des débats assez agités entre les partisans de ce qu'on appelle la Grande Allemagne. Alors vous avez la définition ici que vous trouverez à la page 63 de votre manuel. Donc c'est un projet des conservateurs et des catholiques qui défendent plutôt l'union de l'Allemagne avec l'Empire d'Autriche. Donc la Grande Allemagne, vous l'avez ici, c'est tous les territoires en fait qui sont compris dans la Confédération germanique, incluant donc la totalité de l'Empire d'Autriche, y compris donc les territoires où on ne parle pas allemand. Alors qu'il y a d'autres partisans qui, eux, souhaitent une petite Allemagne. Donc ça, c'est plutôt le projet des libéraux et des protestants, hein. Donc vous voyez que les oppositions sont même de nature religieuse. Eux, ils défendent l'union d'une Allemagne resserrée autour de la Prusse, donc, et sans l'Autriche. Donc la petite Allemagne, eh bien, vous l'avez ici, hein. Donc, l'Empire d'Autriche, pardon, dans son intégralité serait exclu. Euh,
faisant en fait l'unification allemande autour de la Prusse. Donc ça crée des divisions au sein de cette assemblée entre tenants de la Grande Allemagne, tenants de la Petite Allemagne, d'autant plus que rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait des députés de la partie germanique de l'Empire d'Autriche et de la partie qui faisait partie de la Confédération germanique qui assistaient à cette assemblée. Et donc forcément, ils ne vont pas avoir le même point de vue que les députés, par exemple, prussiens. Et donc ces dissensions vont faire que eh bien, la volonté de créer une Allemagne, qu'elle soit petite ou grande, va échouer. Et lorsque l'on va proposer une constitution au roi de Prusse pour qu'il prenne le titre d'un d'un empereur allemand, hein, qui crée en quelque sorte un empire allemand, eh bien, le roi de Prusse va refuser car il ne veut pas tenir son pouvoir en fait d'une assemblée élue qui, entre guillemets, le soumettrait à une assemblée élue. Et en plus, il a peur de la réaction autrichienne, c'est-à-dire est-ce que l'Autriche risquerait pas de déclarer la guerre à la Prusse si la Prusse constituait un empire autour d'elle, hein, avec toutes les principautés allemandes. Donc finalement, bah, l'Assemblée de Francfort elle va être dissoute. Donc c'en est la fin, entre guillemets, provisoire de la volonté d'unifier l'Allemagne. Donc finalement, si on prend le printemps des peuples dans son ensemble, c'est plutôt un échec global. Bon, alors après, il faut quand même le nuancer, cet échec, hein, puisque les populations des différents royaumes ou empires sont de plus en plus politisées. En France, on peut noter quand même que le suffrage universel a été établi, qu'en Autriche, par exemple, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu la fin des droits féodaux, hein, selon le modèle français, l'abolition des privilèges. Il y a eu des constitutions qui ont été malgré tout maintenues en Prusse, dans le Piémont-Sardaigne. Et ces deux États, c'est intéressant, hein, retenez-les, parce que la Prusse comme le Piémont-Sardaigne, ça sera les deux royaumes qui seront à l'origine des unités allemandes et italiennes, dont les bases, on le voit bien, sont jetées. Ces deux pays n'existent pas encore en tant que tels, ce ne sont pas encore des États, mais on voit bien que les bases sont jetées. Donc, en conclusion de cette partie, on va faire une conclusion en 4 points. La première, c'est de dire qu'après la chute de Napoléon, les souverains européens ont voulu fermer la période révolutionnaire. Ils ont voulu tourner la page et dire la révolution, c'est derrière nous, on revient à l'ordre ancien. Néanmoins, je vous l'ai dit, hein, aussi bien en France, et on le voit bien, que dans l'ensemble de l'Europe, eh bien, ça n'a pas été possible de revenir purement et simplement à l'ordre ancien et de tourner la page comme si la Révolution n'avait jamais existé. Car la Révolution française avait fait naître dans les populations des aspirations à plus de liberté, notamment dans le domaine politique, et à aussi une plus grande coïncidence entre la frontière des États et celle des peuples. Donc, je vous ai dit, le 19e siècle, c'est l'émancipation des nationalités, les peuples qui revendiquent le droit d'avoir un État au nom du principe des nationalités. Vous savez, la nation, avoir en commun une histoire, une langue, une culture, partager des valeurs communes. Donc, troisième point, si en 1848, le printemps des peuples, il apparaît assez largement comme un échec, on vient de le dire, on peut quand même noter que l'ordre qui avait été inauguré au congrès de Vienne et prolongé par l'Alliance, pardon, il est largement battu en brèche, c'est-à-dire qu'il est largement remis en cause. Et pour terminer, et pour aller un petit peu plus loin dans cette conclusion, vous trouverez ici, je vous l'ai mis hein, sur ce pardon, pas sur ce document, vous avez, qui va apparaître ici, vous avez le schéma de synthèse qui fait le bilan de ce chapitre. Alors, il présente plusieurs étapes, hein. En 1815, c'est l'héritage révolutionnaire avec des aspirations libérales et nationales qui vont être confrontées, vous le savez, à la remise en cause du Congrès de Vienne et de la Sainte Alliance. Mais cet héritage révolutionnaire s'exprime et s'organise avec des sociétés secrètes qui se traduisent par des soulèvements libéraux nationaux en Italie, en Grèce et en Allemagne. En 1830, on a la grande vague révolutionnaire qui part de France, qui touche la Pologne, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, avec des réussites comme l'indépendance de la Grèce, de la Belgique, la mise en place d'une monarchie constitutionnelle en France. Mais on a vu également des échecs en Pologne, avec les migrations de 8500 Polonais, en Allemagne, en Italie. Et donc ces aspirations libérales, elles se poursuivent, hein, de même que ces aspirations nationales. Les idées circulent, notamment les idées révolutionnaires par le biais de personnes comme Karl Marx. On en arrive au printemps des peuples en 1848, avec des succès limités, le suffrage universel en France,
le Metternich qui s'en va, des constitutions comme en Prusse. Malgré tout, il y a une forte répression, le retour à l'ordre, mais les aspirations nationales perdurent dans certains pays.